Mbototep à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Manunzo Nazan et Thierry, nous voir vous tous. J'espère que vous êtes tous heureux et heureux de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Donc aujourd'hui, nous allons donc continuer la suite de la lecture du livre de Champollion le Jeune qui s'appelle Le Panthéon égyptien. Donc dernièrement, nous avons essayé de parler de la représentation d'Amon, Reimana, etc. en la tête de bélier parce qu'on était à l'ère du bélier, donc l'ère des multicrises, l'ère des guerres médiques. Ces guerres qui ont été des affrontements de la période de bronze. Beaucoup la limitent seulement à cet affrontement des Athéniens contre les Perses. Mais en fait, il faut comprendre que c'est même au-delà de cet affrontement. Bon, j'appellerais pas ça que guerre médique, mais j'appellerais ça franchement la période des affrontements depuis l'arrivée néandertalienne. Parce qu'on ne peut pas dire techniquement médique, puisque médique n'est référé que par rapport à ces affrontements perses et grecs. Et donc, je vous ai expliqué, effectivement, la dernière fois qu'on avait parlé au travers de John Henrik Clarke, on vous a expliqué les techniques des Grecs, donc, et plus tard des Gréco-Romains et à la fin des Romains, pour pouvoir détruire la persophonie, etc. Et donc, nous reviendrons sur une suite plus tard. Mais donc, vous avez un peu compris comment est-ce que la négrophobie s'est instillée, même si elle était déjà génétiquement présente. Et donc, je rappelle que dernièrement, on avait parlé de plusieurs personnes. On avait essayé d'abord d'expliquer la relation de Amon, Nyambe, etc. au travers des textes de Dibon Barimborg. C'est un linguiste. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs linguistes qui sont doués dans ça. Effectivement, nous n'oublions jamais Théophile Obenga pour son travail exceptionnel. Et aussi, nous avons Thomas Sidoyen d'Afrique suprême, fait un travail hors norme, de reconstitution historique, etc. Les deux sont sur le terrain, les deux travaillent acharnément. Théophile Obenga continue aussi le travail. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas linguiste, je ne suis pas dans l'égyptologie. Ça ne m'intéresse pas ces univers de l'égyptologie, surtout que je vous expliquais que l'égyptologie, c'est le blanchiment. Bon, c'est pas le blanchiment puisque le leucoderme n'est pas techniquement blanc. C'est la leucodermite, c'est la chromatisation de l'histoire de Kamakachopa. Donc, c'est une histoire qu'on enlève sa racine historique, génétique, parce que la génétique expliquera le pourquoi des représentations, le pourquoi de tels phénomènes, le pourquoi de telles structures et de leur vision effectivement à la nature. Parce qu'en rejetant ou en détruisant cette nature culturelle et génétique, nous détruisons effectivement aussi le sens réel. Effectivement, donc, je vous renvoie à tous ces auteurs-là parce que ils sont exceptionnels. Ils ont travaillé d'une manière incroyable. Les recherches continuent, c'est-à-dire que la découverte continue et on ne peut pas se limiter à un ou plusieurs livres. On doit continuer dans la recherche linguistique puisque la langue, elle vit, elle vibre, elle se métamorphose, elle change, etc. Et je vous invite donc à voir ces différents frères. Et donc nous avons parlé de la relation de Amon Nyambe, l'un et l'un seul, l'unique, parce que c'est l'unique, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Et lui seul gouverne l'univers, c'est le créateur. Le créateur fait ce qu'il veut de l'univers et il a beaucoup de choses à créer, à détruire, à réaliser. Bref, le créateur est unique, illimité. Il vit dans son phénomène qui est unique, c'est-à-dire c'est le créateur. Souvent, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, le créateur. Donc, on peut l'appeler Nyambe, on peut l'appeler Amon Nyambe, on peut l'appeler comme vous le voulez. On vous avait déjà donné et décrit quelques appellations en différentes langues en Afrique, dont Nyambe en Côte d'Ivoire, Akan, les Akans du Ghana, Niamey, les Bakongo d'Angola, Zambie, les Fang de Guinée équatoriale, Zambé, les Bamileke du Cameroun, Niamsi, les Baotse de Zambie, Niambe, les Baya de Centrafrique, Zambie, Shoka, Angola, Zambie, les Fanchi de Ghana, Niamey, les Douala du Cameroun, Niambe, les Bassa du Cameroun, Niambe, les Lait de Congo, Djambi, et tous ces noms, Mozambique, etc. Donc, c'est très important de voir qu'il y a une corrélation linguistique, un lien qui nous permet de nous réunir entre toutes africains mélanodermes. Malheureusement, bon, il y a des problèmes issus à l'aliénation perpétuelle du mélanoderme. Donc, les gens sont dispersés par rapport à un univers fantasmé. Et au Soudan, comme vous le voyez très bien, il y a des litiges déjà que le Soudan, qui était un seul et unique, c'était la Nubie ancienne, qui a été segmenté, qui est devenu Soudan du Nord, Soudan du Sud, pour des raisons religionnaires, pour des raisons de l'Occident et de l'Orient, pour des raisons du Néandertal. Et donc, c'est triste.
Nous avons également essayé de parler des différents auteurs que nous avons retracés dans tous ces événements, toutes ces aventures compliquées. Nous avons parlé de Eusèbe de Césarée, qui était effectivement un prêtre, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un prêtre dans l'Eucharistie, donc dans l'ère chrétienne. Il explique les choses, mais à sa manière, son vocabulaire chrétien. Nous avons parlé effectivement de Plutarchos. Plutarchos, donc pas Plutarque, son vrai nom c'est Plutarchos, voilà, aussi de la Rome antique. Lui aussi, il est né après l'être imaginaire. Et donc, lui aussi explique la chose avec son vocabulaire christianisante, en fait. Nous avons parlé de beaucoup de phénomènes. Nous avons parlé d'Homère. Homère qui a existé de manière assez éloignée, donc qui peut nous certifier aussi avec lui et Diodore ce qu'ils ont observé de Gamakatchopa en termes observateurs. Mais je vous rappelle bien que Homère n'a pas existé, mais il y a quelqu'un sous le nom de Homère qui existait. Vous êtes dit comme un écrivain fantôme ou un pseudonyme, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Nous avons parlé de beaucoup de personnes et nous avons aussi beaucoup parlé de l'uérus. Non, pas de l'uérus, c'est-à-dire l'uérus, c'est le cobra femelle qui a pour fonction de protéger parce que le cobra, le serpent, protège. Il s'enroule en forme de serpent, il est lié au soleil, il y a l'éternel recommencement, l'ouroboros. Donc c'est très important et c'est pour ça que le serpent, vous savez cette histoire du serpent qui mue, et donc il reprend une nouvelle forme. Il est éternel. Nous avons parlé de Hérodotos, d'Alicarnasse, voilà, très important aussi dans l'histoire. Et donc avant de commencer cette séance, je vous inviterai donc à liker, à partager la podcast channel. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. La podcast channel, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de problème sur sa gratuité. Nous allons commencer la séance en relisant ce passage du frère d'Ibon-Barimbok. Voilà, c'est pour remettre un peu les choses dans leur contexte. C'était sur la description de Nyambé. Parole à dire par le véritable scribe royal l'aimé d'Amon. Juste de voix et issu de la chair au même Dieu pétri en or massif de Nubie. Il loue et rend grâce à. Celui qui a inauguré l'existence la première fois. Amon qui est venu à l'existence au commencement sans que son surgissement soit connu. Il n'eut point de Dieu qui vint à l'existence avant lui. Il n'eut jamais d'autre Dieu pour révéler ses formes mystérieuses. Il n'avait jamais de mère qui lui ait façonné son nom. Il n'avait pas de père qui l'ait engendré en disant « C'est moi ». Il est celui qui a façonné son œuvre lui-même, le puissant à la naissance mystérieuse qui a réalisé sa propre perfection, l'Esprit divin qui est venu à l'existence de lui-même. Tous les Néthéous vinrent à l'existence après, qui fut advenu au commencement. Mystérieux de naissance, resplendissant de forme, Dieu merveilleux aux multiples apparitions. Chaque créature se glorifie en lui-même, se magnifie en s'imprégnant de sa divine perfection. Ré lui-même s'est uni à sa chair. Il est grand dans Iunu. On l'appelle Tonjene, l'amon sorti du Noun, pasteur guidé des humains. Une autre de ses formes est l'Ogdoad, l'ancêtre primordial qui a engendré les Néthéros primordiaux, ayant donné naissance à Ré. Il s'accomplit par, avec et en atome, ne formant plus qu'un seul corps avec lui. Il est le seul de l'univers, le commencement de tous les êtres. C'est son bas, dit-on, qui séjourne dans le ciel lointain. Lui-même est dans la droite et le premier de l'est. Son bas est dans le ciel, son corps est dans l'occident. Sa statue est dans les montis et exalte ses glorieuses apparitions. Unique est Amon, qui est caché pour eux. Se dérobe au Néthéros sans que l'on connaisse son véritable aspect. Il est plus éloigné que le ciel lointain. Il est plus profond que la droite. Aucun éther ne connaît sa véritable nature. Son image n'est figée dans les écrits. On n'a point sur lui de témoignage parfait. Il est trop grand, mystérieux, pour que soit révélée sa majestueuse majesté. Il est trop grand pour être interrogé, trop puissant pour être reconnu. On tombera à l'instant mort d'effroi. Si on osait consciemment ou non prononcer son nom secret, aucun éther ne sait l'appeler par ce nom. Bas, caché, est son nom, tant il est mystérieux. Donc, du livre Congo de Ibon-Barimbok qui a été écrit en 2013, page 135-136, ceux qui ont le livre, c'est très bien. Voilà. Donc, nous allons commencer la lecture.
Donc, dernièrement, nous avons parlé du fils d'Aimé d'Amon, de Jupiter, Amon, etc. Parce que, effectivement, il faut comprendre qu'on était déjà à une période qui explique que les Romains étaient venus après la Gréquerie. Et voilà, je me répète encore. Et donc, ça explique pourquoi il y a des expressions comme Jupiter, Amon ou Amon Jupiter, ces histoires-là. Parce que Jupiter, c'est le dieu des Italiens, enfin, pardon, des Romains. Les Romains se sont inspirés des Grecs. Les Grecs se sont inspirés des Africains de Kémet. Et on pourrait aussi expliquer pour les rois babyloniens qui ont créé leur mythologie inspirée de la même chose, les rois perses, les rois de toute la Chaldée, des Macédoines, etc. Et ainsi de suite qui se sont inspirés des mélanodermes. Je sais qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a par rapport à l'Égypte, dont traduit par le livre des mensonges bibliques, qui raconte cette histoire de l'esclavage, de l'exode, etc. Mais nous savons tous que ce sont des livres imaginaires qui ne racontent pas la véritable histoire et qui parlent d'un pharaon dont personne ne connaît le nom du pharaon et qui reste encore vague dans l'histoire et dans l'explication. Mais ce livre est fait pour les personnes crédules, pour les personnes qui ont le désespoir, pour les personnes qui essayent de se chercher quelque part, de trouver une force dans l'esprit. Le Créateur est un être qui vit dans le monde de la création perpétuelle. Il n'est pas lié à des choses qui sont liées à l'imaginaire. La spiritualité africaine, la spiritualité ancienne de nos ancêtres, se fiait effectivement à cette continuité et la compréhension de ce que le Créateur voulait faire. Il n'y avait pas de désespoir, il n'y avait pas de désespéré, il n'y avait pas de recherche imaginaire d'un phénomène illusoire. Il y avait la compréhension de Nétéo, de la nature d'Enti. Il y avait cette compréhension qui devait continuer et qui doit continuer. Malheureusement, on a perdu beaucoup de nos frères dans l'esprit parce que le Néandertal est venu lui instituer par la violence quelque chose qui ne lui servait à rien. On dira chacun sa foi, mais ce n'est pas ça. Si ça vous crée, si ça vous rend désespéré, ce n'est pas la foi, c'est le malheur. Et donc chacun devra apprendre à combattre dans son esprit. Parce que c'est le combat de l'esprit, c'est le combat de l'âme. Et seuls les ancêtres méritants peuvent nous guider à comprendre où est-ce que l'on va, où partons, quelle est notre direction et pourquoi nous prenons cette direction. Pourquoi d'autres sortent d'aliénation, pourquoi d'autres y restent, pourquoi d'autres réentrent, pourquoi d'autres s'enfuient. Malgré tout, malgré les textes, malgré toutes les écritures, malgré toutes les recherches. Pourquoi donc? Pourquoi? On dira que c'est un travail de plusieurs siècles. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une histoire d'il y a 20 siècles. C'est une histoire peut-être d'il y a 30 et 40 siècles. Parce que si on relate les monstruosités, les carnages, les saccages, les crimes des Yamnaya, les crimes des Leucodermes en globalité, mongoloïdes, caucasoïdes, européanus, les Aryavarta, ce sont de longs siècles de violence, de longs siècles de tumulte, de barbarie et de pollution de la terre, de pollution de l'univers, de pollution de la vie, de pollution de l'esprit. Et ça ne sera pas fait tout seul. C'est-à-dire pour réparer ce mal, ça ne peut pas être une personne. Ça devrait être plusieurs mélanodermes engagés, plusieurs mélanodermes qui ont compris la situation, qui devront faire chacun de leur côté le mieux que possible pour sortir de là. Ne comptez pas sur une personne providentielle. Il n'y a pas de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Allah. Il n'y a pas de Yahvé, je ne sais pas quoi. Vous seul êtes votre propre sauveur. Vous devez vous sauver vous seul. Et vous devez comprendre comment est-ce qu'il faut faire pour sortir tout seul. Et vous ne pouvez pas sortir tout seul comme ça. Il faut avoir l'approbation aussi des ancêtres méritants. Je précise bien méritants. Qui pourront vous guider tôt ou tard. Parce que si vous partez dans une situation et vous ne connaissez pas l'inconnu et que vous vous dites que vous avez une solution, mais en fait vous n'en avez pas réellement parce qu'elle n'a pas été bien guidée, alors ça veut dire qu'il y aura un problème. Donc, orientez-vous sur comment sortir et comment faire sortir aux proches de cette situation. Donc, on va proprement dit entamer la séance de lecture. Donc, je vous redemande de liker, de partager la podcast channel. Je vous remercie. Commençons. Le bélier. Emblème vivant d'Amon-Ra.
Les temples égyptiens, dit Clément d'Alexandrie, leurs portiques et les vestibules sont magnifiquement construits. Les cours sont environnés des colonnes de colonnes, des marbres précieux et brillants de couleurs variées, en décorant les murs de manière que tout est assorti. Les naos resplendissent de l'éclat de l'or, de l'argent, de l'électrum et des pierres précieuses de l'Inde et de l'Éthiopie. Les sanctuaires sont ombragés par des voiles de tissu d'or. Mais si vous avancez dans le fond du temple et que vous cherchez la statue du Dieu, pourquoi, on en reparlera, auquel il est consacré, un pastophore ou quelques autres employés du temple s'avancent d'un air grave en chantant un pan en langue égyptienne et soulèvent un peu le voile comme pour vous montrer le Dieu. On va s'arrêter là. Donc, on revient sur chaque terme très important. Donc, nous avons d'abord déjà, il a commencé avec les temples égyptiens. Bon, il faut comprendre ces Champollion, il a son vocabulaire de Néandertal, il faut comprendre que lui, il est dans la convention. Je vous ai dit qu'il y a une convention de couleurs qui s'est faite que tous les égyptologues, donc Champollion le Jeune y compris, ont accepté cette convention. Même s'il a dit, je vous ai dit, il a précisé, il a expliqué que les premiers habitants de Kamakachupa étaient effectivement les Kam, donc les mélanodermes. Même si il a participé à la convention, parce que pour dire quel paye son loyer, c'est pas vous, hein. Bon, vous êtes du 21e siècle. Lui, il était du 19e siècle au 18e. Donc, oui, 18e siècle. Donc, c'est pas vous. Hein? Et c'est pas non plus nos ancêtres qui habitaient, qui étaient encore vivants à cette époque, qui avaient payé son loyer. Donc, c'est triste de le dire, mais c'est ça. Et donc, du coup, il a fait le game parce qu'il avait aussi faim. Il travaillait pour Napoléon, qui était assez réputé pour faire de la merde. Donc, game is game, malheureusement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas attendre grand-chose du Néandertal. N'attendez pas qu'il vous aide, qu'il soit gentil avec vous, qu'il vous sourie, qu'il tombe amoureux de vous. Moi, je ne sais pas ce que vous imaginez dans la tête. Donc, n'attendez techniquement rien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces emplois vocabulairiens que j'ai longtemps dit et qui expliquent pourquoi, malheureusement, on est encore dans une telle situation. Donc, je vais d'abord vous expliquer qui est dit Clément Alexandrie, parce qu'il a parlé de Clément d'Alexandrie. Donc, Clément d'Alexandrie, il est né à Athènes, en Grèce, vers 150 à notre ère, et est mort en Asie mineure, vers 215. C'était un lettré grec chrétien, c'est normal puisqu'il est né après l'ère. Donc après l'ère, beaucoup de personnes se sont christianisées, c'est explicatif, puisqu'en plus il est parti en Asie mineure. Et en Asie mineure, vous savez que c'est de l'Asie d'où viennent les religions, et donc ça explique la situation. Et donc il était apologète. Apologète, ça veut dire c'est un champ d'études théologiques ou littéraires consistant à défendre de façon cohérente une position. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était dans la christianerie. Je dirais même que c'était limite un prêtre, une sorte d'évangéliste. Ouais, ces trucs-là. Donc, il est l'un des pères de l'Église, l'un des fondateurs des premières églises en Europe, dans les terres européennes, on va dire, en Asie de l'Ouest, on va dire, dans les terres européennes. Et il chercha à harmoniser la pensée grecque et le christianisme. Parce qu'à cette époque, c'était difficile. Les Grecs étaient encore dans Zeus, ils étaient dans Héra, dans Héphaïstos, c'est Dionysos, etc. Ce n'était pas évident pour que les Grecs finissent par accepter que Jésus est venu sur la terre, il nous a sauvés, etc. Donc, les Grecs étaient encore dans Héphaïstos, ils étaient dans leur imaginaire. Donc, Clément d'Alexandrie a juste fait déplacer l'imaginaire dans notre imaginaire. Bon, vous comprenez ce que je dis, c'est le monde et le codeur. Il a fait des œuvres abondantes, mais reste un peu perdu, du moins une partie de ses œuvres reste perdue, et que son nom a été retiré du martyrologue romain, dont les gens qui ont souffert effectivement pour que les premières églises catholiques puissent exister. Bon, bizarrement, c'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui a œuvré pour la création des églises dans les terres dites européennes. Mais bizarrement, le pape Sixte V a décidé de l'enlever pour des raisons étranges. En plus, c'est un Italien. Donc, le pape Sixte V s'appelait
Felice Pelletti. Donc, il est né en décembre 13 et en 1521. Bon, ça c'est les histoires, mais bon, vous voyez comment ils vivent. C'est une vie compliquée, la vie des locodermes. Donc, les mélanodermes qui sont en mode d'émotion, ils veulent vivre la vie des locodermes. Sachez que même si vous vous battez pour eux, entre eux, bah, vous aurez peut-être des miettes ou peut-être rien. Faut comprendre que bah, c'est une histoire étrange, surtout qu'il a fait sous le conseil de Cesare Baronio, qui est effectivement un autre cardinal. Donc, les cardinals entre eux, bon, vous savez très bien que l'Église catholique est bizarre. Voilà, c'est très bizarre. Et donc, de son nom entier, et ça vous le connaissez par ce nom-là, il s'appelle Titus Flavius Clément, homonyme du consul romain qui a été exécuté en 95 sous l'ordre de Domitien. Bon, en même temps, c'est quand même un peu bizarroïde. Parce que s'il est né en 150 et il est mort en Asie en 215, et que d'autres disent que bah, de son vrai nom, c'est Flavius Clément, et que bah, il était exécuté en 95, alors qui est ce monsieur? Ou bah, ils savent même pas qu'est-ce qu'il est. Bon, ça c'est la vie des locodermes. Vous voyez déjà qu'ils ont dans leur monde une incohérence de leur propre être existentiel, ou peut-être qu'il n'a pas existé. Donc, il se familiarise avec les systèmes de philosophie. Son temps, puis se convertit au christianisme, donc ça veut dire qu'il n'était pas encore dans la christianerie. Il était influencé donc peut-être par les Asiatiques, les Asiatiques de l'Orient, qui l'ont influencé, et ou peut-être par les anciens juifs, non pas les juifs, pas les proto-chrétiens de l'Asie orientale, et donc par influence, il a accepté de se christianiser. Et donc, il se familiarise donc avec la philosophie. Et après cela, il fait des voyages en Grèce, en Italie, et rencontre en Égypte, à Alexandrie, où règne une atmosphère de débat intellectuel, la secte des éclectiques. Donc, vous savez que après la chute du royaume de Kémet, plusieurs successions horribles sont venues, les Perses, les Grecs, après les Romains. Et donc, sur Kamakatchopa, en Égypte, il y avait déjà une secte des sectes qui s'était déjà bien créée et institutionnalisée, dont la secte des éclectiques, dont les gens éclectiques. Donc, c'est une attitude philosophique néandertalienne qui consiste à sélectionner dans plusieurs philosophies les éléments qui paraissent intéressants pour constituer un système propre et complet. Donc, dans ce monde des éclectiques, des dingues, ils ne sont pas sûrs de leur propre manière de penser, donc ils choisissent des manières de penser qui coïncident et qui ont l'air de le faire. Donc, c'est un monde de dingue. C'est un monde de dingue. Et donc, après, il a été désigné par le patriarche Démétrius Ier, donc 12e patriarche, pour aller mener une mission chrétienne aux Indes. Voilà. Donc, c'est lui qui a beaucoup participé. C'était l'un des premiers entourloupeurs des hindous. Et ceci n'a pas été fait simplement. C'est-à-dire, ça a été fait avec l'aide des Aryavata. Vous comprenez pourquoi je dis que les Aryavata ont grandement travaillé pour détruire l'Inde. Donc, on ne peut pas passer comme ça, impact, en Inde de la sorte. Parce que Clément d'Alexandrie, Titus Flavius Clément, avait ce passeport qui était sa colorimétrie, donc qui était son néandertalisme. Résonance, synchronisation génétique, il passe au travers, il vient faire son game, et c'était sûrement pour aller rendre dingue les mélanodermes, les sidis de l'Inde. Donc, aux Indes, parce que c'était vraiment immense. On va s'arrêter là, pour Flavius Clément. J'espère que c'est assez clair. Donc, il dit les temples égyptiens, dit Clément d'Alexandrie, leurs portiques et les vestibules sont magnifiquement construits. Donc, là, Champollion le Jeune et son ami le dessinateur se sont donc inspirés des propos de Clément d'Alexandrie. Donc, il va mélanger plusieurs propos de divers chercheurs ou des gens qui sont passés à cette époque. Dans l'époque romaine un peu plus ancienne, on avait les pensées d'Hérodote d'il y a avant notre ère. Maintenant, on est dans les pensées de Clément d'Alexandrie qui sont après notre ère et qui sont d'une toute autre inspiration dans son vocabulaire. Et donc, si on est déjà dans la vision un peu de Clément d'Alexandrie, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont plus trop intactes telles qu'elles étaient réellement dans Kama.
Et peut-être que le mot égyptien là tient sa route puisqu'il parle à la période où Kamakatchopa n'existait plus. J'ai envie de dire Kemet. Les empires de Kemet n'existaient plus. Et c'était déjà l'Égypte, même si effectivement les différents imposteurs qui sont venus à la succession jusqu'à nos jours ont quand même laissé pérenniser les structures architecturales, etc. Les décorations, les peintures rupestres, etc. Donc, il a parlé des portiques. Les portiques, pour ceux qui ne comprennent pas le langage architectural, bon, c'est peut-être aussi le moment ça peut être une séance architecturale au fond. Donc, les portiques, pour vous expliquer, c'est une pièce, un passage ou une galerie ouverte en nez de rez-de-chaussée. Donc, le rez-de-chaussée, ce qu'on appelle RDC, en fait, c'est le niveau 0. Bon, voilà. Parce que après le niveau 0, vous avez ce qu'on appelle les souterrains. Bon, ou en anglais, c'est les level 1. En anglais, c'est level 1. Ils ne comptent pas comme les Français. Donc, le RDC qui est le niveau 0 est ouverte entre deux colonnades au rang d'arcade. Donc, deux colonnades, dont des grandes colonnes comme ça. Au rang d'arcade, c'est-à-dire les colonnades, c'est des rangées de colonnes. Donc, c'est des colonnes qui se suivent sur une même ligne. Effectivement, pour que ça forme ce qu'on appelle les rangs d'arcade ou les rangs d'arcade. Voilà. Et effectivement, donc, c'est des voûtes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une voûte. Une voûte, c'est un ouvrage architectural souvent construit en briques, en moellons, en pierre, voilà. Il est formé par des voussoirs ou caveaux dont les positions se soutiennent en ensemble. Et donc, souvent, elles se relient sur la clé de voûte, voilà, qui rejoint les lignes voûtiennes. Là, ça, c'est un vocabulaire que j'invente. Et donc, les plafonds, effectivement, qui sont supportés par les colonnes et des piliers ou des arcades qui sont soutenus par deux rangées de colonnes ou par un mur, une rangée de colonnes. Donc, pour dire vrai, au sens vulgaire, au sens que vous comprenez actuellement, on va dire que c'est une porche, c'est un porche. Voilà. C'est-à-dire, c'est une construction en saillie devant la façade d'un bâtiment et donnant un accès avec une colonnade. Et donc, il faut comprendre que souvent, ça donne une impression de puissance, de hauteur, de grandeur, une impression de grandeur, de hauteur, ça a l'air grotesque et ça a l'air... ça impose quand même dans sa présence, effectivement. Donc, il a parlé de vestibule. Le vestibule, c'est simple. C'est une pièce d'entrée. C'est un couloir d'entrée d'une maison. Voilà. Donc, ce sont les principes architecturaux simples des architectures que l'on retrouvait dans Kemet avant. Et ça, en Afrique, ce ne sont pas des choses inconnues. En Afrique, il y a des maisons. Avant d'y entrer, il y a des portiques. Voilà. Les portiques qui peuvent aussi servir de couverture, etc. Mais bon, voilà. Et donc, vous entrez dans une pièce qui est le couloir d'entrée de la maison, qui est le vestibule. Et ça se trouve même dans les constructions très anciennes en Afrique, bien plus anciennes que les histoires que vous avez trouvées online, parce que online, on va vous dire que ce sont des constructions purement grecques. Donc, à part en Grèce, vous ne trouverez pas ça ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'appropriation culturelle et c'est du mensonge historique. Mais bon, vous savez, c'est le locoderme, c'est sa vie, c'est la mythomanie et ça ne nous regarde pas. S'ils veulent me menteur ou dans leur mensonge, mais moi, ça ne me regarde pas leur mythomanie. Donc, il continue à dire que les vestibules sont magnifiquement construits, les cours sont environnés de colonnes, ouais, ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il y a plein d'arcades, voilà. Et donc, des marbres précieux et brillants de couleurs variées en décorent les murs de manière que tout est assorti. Donc, derrière cela, on peut se dire, ça veut dire que nos ancêtres avaient le goût des barreaux, ils avaient le goût de la décoration, ils comprennent déjà ce que c'est que la décoration, comment est-ce qu'on harmonisait les choses. Et si vous avez suivi ma dernière séance sur Maspero, je ne sais pas, vu que peu de personnes ont suivi cette séance, vous saurez que nos ancêtres avaient déjà ce goût bien avant. Et comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, l'Égypte n'est pas, ce n'est pas là où a commencé la culture africaine. Ce n'est pas ce Kemet. Ça a commencé en Afrique centrale. Ça a commencé dans le Midi. D'autres vous diront que ça a commencé dans le sud de l'Afrique, donc l'Afrique australe. Et c'est vrai que nous trouvons ce type architectural dans
des cases et des structures traditionnelles africaines, reculées en Afrique australe et en Afrique centrale. Il a bien dit que ce n'est pas à la base de la culture, ce qu'on appelle vulgairement l'Égypte aujourd'hui. Ce n'est qu'une résultante d'un travail de réflexion architecturale, structurelle, qui a été transporté parce que il faut bel et bien aussi souvent se déplacer pour découvrir l'inconnu, dont nos ancêtres les plus courageux qui se sont déplacés d'abord dans la Grande Nubie, après ils sont partis un peu plus vers les côtes du nord. Ils se sont assis là-bas, ils ont commencé à construire. Ce n'est pas des choses qui sont impossibles. Voilà. Effectivement, vous savez très bien qu'avec les conventions, avec la négrophobie, plein d'archéologues, plein d'égyptologues leucodermes ne sont pas d'accord sur le fait que le mélanoderme, dans son être sauvageon, puisse élaborer ce type architectural, ce type de construction. Alors ils disent que si c'est pas eux, ce sont les extraterrestres, parce que à part les extraterrestres, qui d'autre peut faire ce type de réalisation? Donc on est dans une malhonnêteté qui est terrible. Mais là, vous voyez que le détail, le sens du détail architectural, du dessin, de la structure, était que nos ancêtres les avaient déjà. Après, bon, moi ça ne m'étonne pas trop sur le fait qu'on trouve des mélanodermes qui ont des goûts un peu spéciaux de luxe. Parce que si déjà nos ancêtres étaient dans cette vision de la perfection structurelle, moi ça ne m'étonne pas de découvrir des mélanodermes qui sont férus d'une sophistication visuelle. Et ça ne devrait pas nous étonner. Je ne parle pas de ceux qui sont en mode imitation de l'Occident. Déjà que l'Occident a imité Kamakachopa pour se construire. Et donc, c'est les mélanodermes qui ont ce sens du goût, du style, qui n'est pas inconnu à ce que nos ancêtres dans le passé avaient. Il parlait donc des marbres précieux et brillants de couleurs variées, donc vraiment cette animosité de la couleur, cet amour de la couleur, de la brillance. Vous savez que le mélanoderme, il aime bien les choses qui tapent à l'œil. Et ça ne date pas de ces rappeurs ou de ces gens bling bling. On voit que dans l'ancien temps, le mélanoderme aimait le bling bling. Et pas le bling bling de façon puérile ou de façon moche, mais le bling bling de manière quand même que la vie soit un peu colorful, ou est-ce que je dis en mode couleur, quoi, hein, pas en mode matériel, voilà. Et donc ils aimaient les couleurs, ils décoraient les murs de différentes manières, de différentes peintures, épaisses, motifs floraux, etc. que vous avez observé. Ils représentaient par moments dans ces décors leur moment, leur vie quotidienne, les habitants du quotidien, etc. Donc, de manière à sortir les naos resplendissants de l'éclat de l'or et de l'argent de l'électrum. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que le naos? Parce que les gens vont lire ces textes, mais ne sauront pas ce que tel mot signifie. Donc, le naos désigne, dans le domaine architectural, c'est la partie centrale d'un édifice culturel, recevant généralement l'effigie d'une divinité. Donc, ce sont des lieux, comme vous voyez sur les images, où souvent, il y a une statue, soit d'un être important, d'une personne importante, qui se place au centre. Et donc, l'électrum, c'est un alliage composé d'or et d'argent. Ça, c'est un alliage de matériaux. Et donc, vous voyez que nos ancêtres étaient, au-delà de tout, déjà des chimistes. Donc, ça, c'est la preuve qu'ils étaient déjà des chimistes, parce qu'ils mélangeaient les matériaux, ils mélangeaient les matières premières. Ça veut dire qu'ils avaient déjà des outils d'alliage de matériaux. Ça, c'est une preuve que les Kémites, les Kamites, ou les Kam d'avant, étaient des savants. Ce qu'on passe le temps à dire aux gens, mais bon, comme les gens sont dans les rêveries bizarres. Donc, je répète, l'électrum, dont il est parlé dans le texte, c'est un alliage composé d'or et d'argent, rencontré à l'état naturel dans des proportions variables. Donc, le terme désigne également un alliage artificiel, puisqu'effectivement, ce sont des choses qui ne sont pas naturelles, parce qu'il y a l'or et à l'argent, deux matériaux, c'est des minéraux, mais deux matériaux différents. Mélanger tout ça, ça forme pas un truc très naturel, ou est-ce que je veux dire? Donc, nos ancêtres étaient déjà conscients de ça, de créer des choses
qui effectivement ne sont pas des choses que le créateur a créées de manière liée. Sinon, si c'était lié, ils n'auraient pas créé l'électrum, qui était très prisé dans l'Antiquité et qui a servi à abattre aux monnaies, dont les monnaies bizarrement en Grèce, mais ils ne disent pas que c'est des choses qu'on trouvait en Égypte. Donc effectivement en Égypte, on s'en servait pour décorer, pour les bijoux, les armes, les objets funéraires ou effectivement les statues et les sommets des obélisques, voilà, des pyramides et également les Amérindiens. On voit que les mélanodermes, c'est une technique qu'ils avaient élaborée. Et partout où ils se sont placés, c'est-à-dire que ce soit en Grèce, que ce soit dans les Amériques latines, que ce soit dans tout Kama-Kachupa, parce que je suis sûr vous trouverez ces alliages de matériaux-là. En Inde, vous découvrirez que ce n'est pas des choses anodines. Il y a une consonance, il y a une ressemblance, il y a un lien qui est toujours effectué. Donc il dit, et des pierres précieuses de l'Inde. Pourquoi il parle de l'Inde et de l'Éthiopie? Parce que l'Inde est un territoire mélanoderme. Bon, l'Éthiopie, ça c'est sûr. Et que ce style architectural décrit en Égypte, donc ce Kemet, dans la période de Kemet, c'est le même que vous trouverez en Inde parce qu'il s'agit des mêmes sociétés, il s'agit des mêmes peuples. Donc ils ont la même manière de voir la décoration, etc. Ils ont la même manière d'interpréter l'art. C'est pour ça qu'il fait ce parallélisme entre l'Inde, l'Éthiopie et effectivement les formes architecturales et structurales qu'il observait dans les temples de Kemet. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. La séance sera longue. Je pense que ce chapitre, on va le faire en plusieurs morceaux parce que là, on n'est même pas dans le premier paragraphe. On est dans une partie que j'ai découpée, moi-même qui ne forme pas un paragraphe. Et donc, il disait encore, les sanctuaires sont ombragés par des voiles tissus d'or. Des voiles et tissus d'or. Vous imaginez le travail à la main des habitants de Kemet. C'était des gens qui avaient un sens de l'esthétisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes impressionnés quand vous voyez le travail de Dior, de Chanel, quand vous voyez le travail de toutes ces grandes marques, Louis Vuitton, etc. Mais dites-vous que vos ancêtres ont travaillé, j'ai envie de dire. Ils ont façonné des choses qui n'existaient encore dans aucune autre société. Et si vous les avez trouvés à cette même période de Kemet dans d'autres territoires de la Terre, c'est parce que c'était des mélanodermes qui vivaient aussi là-bas. Ils avaient la même technique. Ils travaillaient peut-être avec des petites différenciations. D'autres ont peut-être voulu créer une nouvelle touche, une originalité, ce qui n'est pas impossible. Chaque mélanoderme a son originalité. Ils ont peut-être la même base fondamentale, mais vous leur dites de créer des robes. Chacun va créer une robe différente, mais avec la même visualisation et technique. Mais ça sera des robes totalement différentes, les unes, les autres, etc. Il est vrai que les gens sont étonnés lorsqu'on dit cela. Et les Noirs aliénés, je m'adresse particulièrement à eux parce que le locodème, ça ne sert à rien, lui, pour lui, ça peut pas être les Noirs. Donc, moi, je m'en fous du locodème. Mais quand tu vas dire à mélanodème que tes ancêtres faisaient des voiles et tissus d'or, le métier de la tisserie, c'était pas évident, c'était pas facile. Il fallait être minutieux, rigoureux, attentif, patient pour façonner de l'or. De l'or. Vous imaginez, ça veut dire qu'ils avaient déjà des outils pour affiner l'or, pour créer des fils d'or. Des fils d'or. Moi, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça dans votre tête. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il dit, mais si vous avancez dans le fond du temple, et que vous cherchez la statue du Dieu auquel il est consacré, un pastophore ou quelque autre employé du temple s'avance d'un air grave en chantant pan. D'abord, c'est quoi un pastophore? Un pastophore, c'est un prêtre du culte égyptien. On est déjà après notre ère.
Et c'est Clément d'Alexandrie qui parle. Donc, lorsque Clément d'Alexandrie dit qu'il a vu un pastophore, en fait, lui, il a vu un prêtre du culte égyptien. D'autres pourront dire que ce sont les scribes, mais là, c'était plus les scribes, c'était les prêtres. C'était déjà les moments un peu perdus religionnaires. Et quand vous cherchez la définition, on vous lit que ce sont des prêtres du culte égyptien qui étaient dans les cérémonies d'Acéta ou de Sérapis. Mais je pense que c'est plus Sérapis parce qu'on était déjà dans une ère perdue. Donc, dans l'ère des Néandertaux. C'est pour ça que quand vous ferez ces lectures, vous verrez des noms, faites la corrélation avec l'époque à laquelle ils parlent. Pour éviter de vous perdre. Ça ne veut pas dire qu'avant, les scribes de cette époque ne faisaient pas des chants, puisque on voit que les chants en Afrique, les Africains font des chants spirituels. Ce sont des chants spirituels. Le mélanodème est spirituel, donc ça lui arrive pour remercier le Créateur de son immensité, de sa puissance infinie. Il fait des chants en son nom. Il fait des chants continuels. En groupe, tout seul. Il fait des chants pour lui montrer le remerciement, même si ça ne s'adresse pas directement au Créateur. Ça s'adresse aux ancêtres qui ont permis le lien avec le Créateur. Parce que c'est le lien ancestral qui est relié au Créateur. Ça ne peut pas être le Créateur lui-même parce qu'on ne peut pas s'adresser à lui. Vous avez lu la parole adressée à Imana. Il est impossible déjà de citer son nom. L'infini, infinité, c'est impossible de dire ou d'appeler le Créateur. Parce que dès qu'on va prononcer son nom, on sera mort. Déjà même, pour connaître son nom, c'est quoi son nom en fait? Donc, on ne connaît pas le nom du Créateur. Ça reste un mystère, donc c'est le mystère. C'est l'inconnu. C'est l'être de la continuité suprême. Voilà. Donc pour traduire toute la phrase, on va relire toute la phrase. Les temples égyptiens, dit Clément d'Alexandrie, leurs portiques et les vestibules sont magnifiquement construits. Donc il rappelle la prouesse et la magnificence architecturale qu'il a découvert lors de ses visites là-bas. Les cours sont environnés de colonnes et ces colonnes-là, c'est ce même principe architectural que vous trouvez en Grèce, dans tous les lieux où vous voyez cette typologie architecturale des colonnades, des colonnes colossales, donc des colonnes qui donnent un air d'imposition et de hauteur, de grandeur. En fait, l'ordre colossal, c'est un vieil ordre. On le voit dans les temples de Kemet, on le voit dans les structures architecturales en Afrique. C'est en fait comme si vous reprenez 2 étages et en fait, ce sont des colonnes qui suivent la hauteur de ces étages. Ce sont des colonnes qui règnent sur plusieurs niveaux. C'est à vous de choisir est-ce que si vous voulez que ça soit au niveau de 2 étages ou de 3 étages. Où est-ce que je dis? Donc ça va s'aligner aux façades. Voilà, c'est ça les colonnes colossales. L'autre colossal, effectivement, vous savez, le Codem, ils ont dit que soit c'était Michelangelo, d'autres ont dit que c'était Filippo Brunelleschi. Donc, des choses qui existaient depuis, en fait. Mais bon, ça c'est leur histoire. Comme j'ai dit, ils ne peuvent s'en empêcher de dire que ce sont des choses qui ne sont nées que à leur apparition. Voilà. Donc, il rappelle cette beauté architecturale, cette prouesse, parce que ça veut dire que la technique, ce sont des gens qui étaient des mathématiciens, des géomètres, des ingénieurs techniques, voilà, et de structure. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait. On découvre que c'était pas des paresseux qui dormaient comme ça, comme les gens aiment dire. Et donc, on continue, on lit ça en une fois. Les cours sont environnés de colonnes, de marbre précieux. Le détail, la recherche de la matière, la recherche du matériau pour embellir l'espace. Donc, on a une pensée, une conception architecturale dans sa forme, dans sa représentativité, dans sa beauté, dans l'expérience architecturale, l'expérience de l'être dans la beauté de la structure. Et donc, il parle de brillants, de couleurs, de variété des décors et de manière que tout est assorti. Vraiment le sens du goût. Le sens du goût. Je vous ai dit, reliez ça à des mélanodermes. Vous verrez des mélanodermes qui ont le sens du goût.
du style. Ils ont la passion pour la mode, la passion pour la décoration. Ça ne peut pas nous étonner. Souvent, les gens voient ça et disent que oh, c'est les trucs des Blancs. C'est pas les trucs des Blancs. Depuis l'ancien temps, on vous dit que nos ancêtres créent des parfums. Ils créent des parfums avec les encens. Ils ont créé des trucs de beauté. Donc, ce sont des gens qui ont un sens de l'esthétisme. Et ce n'est pas interdit de l'avoir, puisque c'est eux qui l'ont créé. Donc, le Naos resplendisse de l'éclat de l'or et de l'argent, de l'électrum et des pierres précieuses de l'Inde, de l'Éthiopie. Et les sanctuaires sont ombragés par les voiles du tissu d'or. Mais si vous avancez dans le fond du temple et que vous cherchez la statue du Dieu auquel il est consacré, un prêtre religieux de cette époque ou quelques autres employés, dont les gens qui viennent souvent, qui chantent, voilà, ils chantent d'un air grave en chantant un pan en langue égyptienne, donc ils parlaient soit déjà à cette époque le copte. Sachez qu'on était déjà à l'approche de la fin, parce que bientôt les musulmans arrivent, donc le copte, une langue métissée, mais je pense que c'est pas techniquement le copte. Il aurait quand même pu décrire si c'était le copte ou pas. Je pense que c'était une langue égyptienne encore plus ancienne. Mais comme elle était indescriptible, il ne pouvait pas dire que c'était du copte ou pas. Ça doit être une langue typiquement africaine, puisqu'on sait très bien que l'unti, c'est ce que parle effectivement. Vous trouverez ces assemblées ces ensembles du vocabulaire, de la linguistique, dans les parties subsahariennes. Et puis ce n'est pas une invention. Donc, ils disent en langue égyptienne parce qu'il ne sait pas quelle langue c'est, techniquement. Il ne peut pas donner un nom en cette langue. Et souvent, l'erreur de ces chercheurs locodermes, c'est qu'ils ne partaient pas guetter dans la profondeur. Donc, ils se limitaient à les parties de l'Afrique du Nord et peut-être par peur, ils ne franchissaient pas la suite. Où ils avaient l'impression que c'était un monde lointain, où ils pensaient que l'Égypte, c'était le début et la fin, ce qui était l'erreur. Donc, et soulève un peu le voile, comme pour vous montrer le Dieu. Donc, dans le Naos, là où était la statue était un peu recouverte. Et le voile était légèrement recouvert, la statue était légèrement recouverte, de telle sorte que on apercevait un peu la statue du Créateur, dont la représentation du Créateur de cette époque-là. Il continue en disant, que voyez-vous alors? Un chat, un crocodile, un serpent indigène ou quelque animal de ce genre? Le Dieu des Égyptiens paraît. 3 points de suspension. C'est une bête sauvage, se vautrant sur un tapis de pourpre. C'était en effet un animal vivant, qui renfermait tous les sanctuaires des temples de l'Égypte. Mais ce qui a si fort excité l'indignation du philosophe alexandrin paraissait au contraire aux yeux des Égyptiens une chose bien simple et bien naturelle. Que veut dire cette phrase? Déjà d'abord pour s'arrêter là, Alexandrin essayait de savoir qui était derrière cette statuette, ou cette statue, pardon. La statuette est plus grande qu'une statuette. Parce qu'il savait que, on a dit qu'à telle ère, il y avait des représentations du Créateur. Il y avait la représentation du bélier, peut-être la représentation du cheval, la représentation du crocodile, etc. Donc le Créateur avait diverses formes. Sous les airs qui expliquaient un changement technique ou cosmique. Il était interrogé par cette forme. Il a bel et bien vu que c'était la forme d'un animal. Et la question c'est, pourquoi est-ce que nos ancêtres représentaient le Créateur à des formes d'animal? Ce sont des choses que vous ne verrez pas dans les religions des locodermes. On est dans les formes très humaines, des formes qui les ressemblent. Dieu des locodermes ressemble à un locoderme.
l'explication dans la Bible, quand elle explique à quoi ressemble le Créateur, ressemble à un locoderme dans la description. Jésus-Christ, c'est un locoderme. C'est pas un mélanoderme. Il n'a rien de mélanodermique. Et dans la description, il y a beaucoup de phénomènes qui le détachent de ces êtres qu'il trouvait païens. Donc, lorsque on regarde cela, l'indignation de Clément d'Alexandrie s'explique aussi par le fait qu'il est religionnaire. Et donc, il ne peut techniquement pas prouver ce mystère. Et étant philosophe, un philosophe des philosophies perdues, dont l'éclectique. Et dans l'éclectique, tu prends une philosophie qui a l'air d'être dans l'ambiance. C'est pas en mode quelque chose qui te fait réfléchir profondément. C'est des gens du trending, si on peut dire de manière vulgaire. Il était dans la découverte. Et c'est pour ça qu'il a dit, que voyez-vous alors? Un chat, un crocodile, un serpent indigène? Pourquoi précise-t-il indigène d'abord? Ou quelque animal de ce genre? Le dieu des Égyptiens paraît? 3 points de suspension. Il est dans le questionnement et le doute. C'est une bête sauvage. Pourquoi emploie-t-il le mot bête sauvage, l'expression bête sauvage? Sauvaudrant sur un tapis de pourpre dont il est en exclamation. Il ne comprend pas. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette animistocité? Parce que pour lui, c'est de l'animisme. Et d'après vous, à qui renvoie-t-on à l'animisme? Le mélanoderme. Ça veut dire qu'à cette époque encore, parce que techniquement, on ne comprend pas en quelle année il est né, en 95 ou à 150. Donc, on va dire qu'on est dans les environs de 100. Ou peut-être dans les environs de 100. Et dans les environs de 100, on va se dire qu'il y a encore les mélanodermes. Je ne dis pas que dans la partie qu'on appelle l'Égypte actuelle, il n'y a pas. Je vous ai dit, il y en a, allez chercher. Il y a toujours les habitants d'origine. Il faut bien chercher. Voilà. Et donc, je pense qu'ils voient des mélanodermes. Encore là, avec des métis, les Coptes et quelques locodermes grecs romains qui se sont perdus tic-tac puisqu'ils sont en mode je cherche la religion qui a l'air de faire. Alors que nous, on n'est pas dans la religion. Ce qui restait là, c'est ce qui restait encore de la spiritualité des lieux. Mais vous savez, le locoderme, il a en mode tendance. Hein? Un jour, il devient bouddhiste, un jour, il devient animiste, il devient scientologiste. Ouais, un peu le game. Donc, on continue. Donc, là, maintenant, c'est Champollion le Jeune qui parle. Champollion le Jeune dit ceci. C'était en effet un animal vivant, que renfermaient tous les sanctuaires des temples de l'Égypte. Donc, pour ne pas dire Kemet. Mais, ce qui a si fort excité l'indignation du philosophe alexandrin, paraissait au contraire, aux yeux des Égyptiens, une chose bien simple et bien naturelle. Donc, c'est-à-dire que pour les Égyptiens, voir ça, c'était pas un problème, parce que c'est comme ça, en fait. Dans les différents temples, avec Bab el-Moulouk, etc., le temple de Karnak, de Luxor, etc., il y a toujours des représentations de tel type d'espèces animalières vivantes imaginaires. Le sphinx, c'est pas un animal techniquement qui existe, peut-être dans le monde astral, il existe. Mais pour quelqu'un il faut comprendre, Alexandrin, c'est un religionnaire chrétien. Il sort à peine de ses Zeus, etc., de ses mythologies grecques. Donc, et même s'il était toujours dans les mythologies grecques, il n'allait pas accepter techniquement et visuellement ce qu'il était en train de voir là, en Égypte. Donc, ce qui s'appelle vulgairement l'Égypte de cette période. Il ne comprend pas, en fait. Et n'oubliez pas les paroles de Jésus. Il est contre l'idolation. L'idolâtrie, il est contre les images faites d'un créateur. Il est contre beaucoup de choses. Et donc, pour lui, c'est une indignation. C'est impardonnable. Vous retrouverez ce comportement d'indignation vers un mélanoderme qui a été christianisé ou islamisé.
Ce n'est pas étonnant. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une religion des locodères. Donc, on va finir cette phrase de Champollion le Jeune. Il pensait qu'il était contraire au bon sens et à la religion d'adresser des prières et des offrandes à une image purement matérielle de la divinité et de la représenter dans le sanctuaire par un être totalement privé de son souffle créateur. Vous vous rappelez? La religion, c'est ça. Donc, Clément d'Alexandrie était dégoûté de ce qu'il voyait. Parce que c'était pas comme ça. C'est même pas ça que voit le christianisme. Ce n'est pas ça. C'est bizarre, non? Il sortait à peine des prosternations devant les statues de Zeus, d'Athéna, etc. Maintenant, il se met aussi à genoux de la même façon devant la présence de Dieu et de Jésus-Christ, la Trinité masculine. Il vient dans une terre qui était dans sa spiritualité propre, qui malgré tout a été déformée, etc., parasitée, mais qui a quand même encore à cette période gardé son fond pur. Il vient, il regarde ça et il est indigné. Il veut faire son évangélisation. C'est comme ça que le mal commence. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours conflit perpétuel. La folie imaginaire du locoderme ne peut pas se mélanger à la vision spirituelle du mélanoderme. Donc, techniquement, mentalement, physiquement et émotionnellement, ils n'ont rien en commun. Je ne dis pas des choses imaginaires. Vous n'avez rien en commun avec eux. Et vous n'aurez jamais rien en commun. Et si la religion vous fait miroiter des choses, ce n'est pas de ma faute. 3000 ans, 4000 ans dans Toulouse, c'est sûr que vous ne pouvez pas accepter ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes énervé, vous êtes irrité, vous dites que je dois m'arrêter là, c'est pas bien, j'irai en enfer. Dieu ne punit pas ses enfants. Le Créateur ne punit pas ses enfants. Le Créateur n'est pas dans le mal. Il n'est ni dans le bien ni dans le mal. C'est le Créateur. Et ceux qui ont le droit sur nous sont nos prédécesseurs spirituels. Nos prédécesseurs ancestraux. C'est eux qui vont nous juger par rapport à nos actes. L'esprit a un combat permanent. Il doit trouver un moyen d'apaiser son âme. Il doit trouver un moyen de ne pas tomber dans l'aigreur, le mal, l'esprit de la perdition émotionnelle. Il ne doit pas s'attacher à des événements matériels qui vont le détruire. Mais il doit rester dans la magnificence de la volonté du Créateur. Continuer le combat vers la lumière. Et si à chaque fois le Créateur changeait de forme, c'est parce que le Créateur n'a pas de forme. De forme que nous pensons qu'il a. Or, le christianisme, l'islam ont déjà mis des formes à le Créateur. Ils ont physicalisé le Créateur. Le Créateur n'a pas de forme. Il n'a pas créé d'enfants. Voilà, où est-ce que je veux dire? Il n'a pas créé de trinité. Il ne vit pas de ça. Tout ça sont des histoires. Et donc, on voit déjà le problème, même à cette période d'Alexandrie. Le problème social, le problème de la rencontre de deux visions ADN différentes. D'où le conflit perpétuel dont parle Bobby Wright dans son livre. Le conflit perpétuel du psychopathe racial. Qui a sa manière de décrire les choses qu'il voit chez les mélanodermes. Vous partez en Égypte, vous verrez un Égyptien
Je parle de l'Égyptien du 21e siècle. Je dirais même depuis l'ère musulmane à aujourd'hui. Vous pensez qu'un Égyptien peut se prosterner devant la girafe, devant je ne sais pas quel type d'animal? Ça s'appellera du blasphème. Parce que c'est Allah là-bas en fait. C'est pas autre chose. Hein. C'est Allah. Donc, ce que je veux dire, c'est que il est évident que ça peut pas être une chose normale pour un néandertalien dans son monde et son imaginaire d'accepter la manière dont le mélanoderme fait son mode de vie. Malheureusement, vous l'avez observé, des locodermes viennent s'initier chez nous. C'est-à-dire devant, il insulte, il dénigre, il s'indigne. Mais derrière, ils partent mettre les ossements, etc. pour invoquer les ancêtres qui ne sont pas les leurs. C'est pour ça qu'ils meurent. Vous avez suivi qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a une néandertalienne. Elle est morte. Il y en a même plusieurs. Elle a dit qu'elle voulait invoquer un esprit mélanoderme africain. Elle voulait invoquer un esprit africain spécial qui protégeait, c'est-à-dire cet esprit était un esprit protecteur des Africains ou des Noirs. Et elle voulait invoquer cet esprit pour faire du mal à des femmes noires ou à des femmes africaines ou noires. Et elle a dit qu'elle a le droit de le faire. Parce qu'elle dit qu'on vient de la même génétisme. Parce que vous avez suivi ces mélanodermes qui racontent partout que c'est l'homme noir qui a créé l'humanité. C'est l'homme noir qui a créé l'humanité. Et donc, comme ils sont de la même humanité, suivez-moi très bien. Je vous ai dit, on ne finira même pas cette séance. Et donc, comme ils sont de la même humanité, alors ils ont le droit de prendre des choses de chez nous. Hein, je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette histoire. Oui, je vous ai dit de faire attention. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous ne partagez pas. Vous ne voulez pas que d'autres soient au courant. Bon, voilà. Donc, sous ce prétexte de l'humanité et de la provenance du même ancêtre originel, elle s'est dit qu'elle va l'invoquer. Et que de toutes les manières, il l'écoutera parce que le mélanoderme a créé le locoderme via la glaciation. Donc, ce phénomène imaginaire qui n'a jamais créé un locoderme. Jamais, jamais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a invoqué cet être-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet être-là lui a dit, tu vas mourir. Elle a dit qu'elle l'a vu, cet esprit, cet ancêtre. Il lui a dit, tu vas mourir. Elle a pleuré dans les réseaux sociaux qu'elle va mourir, qu'elle ne sait pas quoi faire, que sa vie devient bizarre. Et oui, elle est morte. Elle est morte, cette femme. C'est un cas comme plusieurs. Elle a dit, on est du même ancêtre. Comment? Et que l'humanité vient d'Afrique, du mélanoderme. Et qu'ils sont juste une mutation et que ça va le faire puisqu'ils vont se reconnaître dans la biologie. Mais l'ancêtre a dit, tu n'es pas de moi. Je ne t'ai jamais créé. Et c'est vrai. Et c'est vrai. On ne va pas juste vous parler de la phéomélanine, de l'eumélanine, qui prouve encore que génétiquement, on n'a rien à voir. Et ils n'ont pas été créés par une glaciation, en fait. Ils n'ont pas été créés par cela. Désolé. Beaucoup de locodermes ont invoqué des ancêtres mélanodermes sous le prétexte de l'humanité commune. Et sous le prétexte de cette histoire de Cheikh Anta Diop. Je suis désolée, j'aime bien les travaux de Cheikh Anta Diop sur l'égyptologie sur l'Afrique, mais pas sur sa théorie du mélanoderme qui parle de la glaciation de 100 000 ans, etc. Parce que si c'était le cas, l'ancêtre originel là, allait le savoir et exaucer son souhait. Mais son souhait était même aussi pervers et malsain. Et c'est pour ça qu'elle est morte. Elle voulait faire du mal à des femmes noires. Je ne sais pas quelle femme noire des États-Unis d'Amérique. Parce que c'est une caucasienne américaine, donc c'est une envahisseuse de l'Amérique. Bon, c'était puisqu'elle est morte.
Elle a fait son souhait, elle a invoqué, elle a fait son souhait, elle a dit tu vas mourir, elle est morte. Donc, les locodermes qui invoquent les ancêtres des autres. Faites attention, hein. Faites attention. Et si vous voulez aller mourir, mourrez alors. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est dangereux. Et je rappelle bien, je comprends l'attitude de l'Alexandrin. Parce qu'il sait que c'est pas de lui. Il sait que cette pratique n'est pas de lui. Et même si au départ il était emballé parce qu'il a vu des Romains qui se sont perdus entre temps dans les siècles, parce que c'était déjà les Romaines, qui s'est dit que bon ouais, on va voir ce qu'ils font. Il a vu que ces Romains perdus priaient des trucs perdus. Et il était en mode étonnement en fait. Mais ces Romains eux-mêmes ne croient pas à ce qu'ils chantent. Encore les métis coptes, parce qu'ils sont métis. Voilà. Et ils étaient encore un peu plus dans le game que le Romain qui vient en mode, où est-ce que je veux dire. Et les mélanodèmes qui se trouvent aussi là et qui chantaient. Qui, eux, sont vraiment dans la situation, où est-ce que je veux dire, je parle en langue vulgaire. Donc, ils étaient dans la situation. Je comprends qu'il soit détaché de ça. Il sait que ce n'est pas normal par rapport à sa vision religieuse et à ses ancêtres, les patriarches d'Abraham. Et il sait très bien qu'aucun mélanoderme n'est lié à Abraham. Donc, les mélanodermes, les Israélites, les Noirs chrétiens, les Noirs musulmans, vous n'êtes pas reliés à Abraham, ni à Jésus, ni à rien en fait. Rien vous relie à ça. Il le sait. Il le sait très bien. Il le savait, bon, il est mort, ça fait des siècles. Voilà. Et donc, Champollion le Jeune nous le rappelle. On va lire la fin du paragraphe, on va s'arrêter là. Désolée, c'est parce que, bon, j'ai mis un peu du temps avec tout ça. Et lorsqu'on parle du souffle du Créateur ici, c'est un peu, vous voyez ce lien dans la Bible, le souffle de Dieu, et voilà. Bon. Il dit, c'est pour cela qu'ils choisirent des êtres vivants, dont les qualités distinctives rappelaient indirectement celles qu'on adorait dans la divinité même, dont ils s'inspiraient des déités. Les déités, Hathor, etc., Bastet, Zobek, etc. Lait du crocodile, le lait de la vache, voilà, c'était la vache, c'était le crocodile. Et pourquoi ces représentations animalières pour représenter les déités? Peut-être que ces êtres-là, dans l'espèce des nétéros des animaux, qui avaient une correspondance un peu particulière liée à celle du Créateur. On reviendra sur ça. on va lire toute la phrase. Chaque dieu eut son animal sacré, qui devint ainsi son image visible dans les temples de l'Égypte. Donc, chaque période de représentation du Créateur, parce que le Créateur n'a pas une forme fixe. Vous n'allez pas lui donner une forme fixe comme le font les abrahamistes. Donc, les chrétiens, les juifs, les machins, en fait. Il n'a pas une forme fixe, parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble le Créateur. Il n'y a aucune image pour représenter le Créateur. Donc, vous n'avez pas le représenter avec une image qui n'existe potentiellement pas. Et parce que il prenait ces formes animalières ou peut-être d'un événement du vivant, parce que on était à une période qui correspondait à cette physionomie-là. C'était assez logique. Et donc, c'est pour ça que chaque ère eut son animal sacré. D'autres peuvent appeler ça du totémisme, de l'animisme. Mais c'est parce que c'est logique par rapport à la particularité du Créateur qui est une particularité indescriptible. Mais qui montre encore à quel point il est puissant. Parce que le Créateur peut venir sous diverses formes.
diverses formes que vous ne pouvez imaginer. C'est le cosmos, c'est l'univers. Le créateur, c'est l'univers, c'est le cosmos. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point sa puissance c'est au-delà. C'est au-delà de tout en fait. Et donc, il finit en disant, d'ailleurs les anciens Égyptiens, quand il parle des anciens Égyptiens, comprenez la phrase, il parle des mélanodermes. Et c'est pour ça que Alexandrin faisait le lien entre l'Inde et l'Éthiopie. Parce qu'il sait très bien que c'était des territoires de mélanodermes. Il sait. Bon, l'Éthiopie, ça c'est une certitude jusqu'à aujourd'hui. Mais l'Éthiopie dont il parle, c'est pas l'Éthiopie du territoire éthiopien qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'Éthiopie qui était vaste. C'était même ce qu'on appelle vulgairement Kémet. Et avant, c'était appelé l'Afrique l'Éthiopie, qui était une autre appellation de mélanoderme. Ça, je vous dis rien de nouveau, vous le savez déjà. Voilà. Donc, on lit la phrase. D'ailleurs, les anciens Égyptiens, dont les habitants, les Africains d'avant de cette période du Nord, ne traitaient point les animaux avec autant de mépris que le font les peuples modernes. Vous avez suivi cette phrase? Et dit d'ailleurs, c'est Champollion le jeune qui dit, d'ailleurs, les anciens Égyptiens ne traitaient point les animaux avec autant de mépris que le font les peuples modernes. Il sait très bien qu'il y a une différence entre les habitants actuels, parce qu'on est en 1800, la période à laquelle il a fait ses recherches, peut-être, 1800 environ. Et il sait très bien que ce ne sont plus les mêmes personnes. Il l'a vu dans les représentations des typologies des habitants de cette terre, dans les peintures rupestres. Il l'a vu en sillonnant la zone. Il sait qu'aujourd'hui, ces mélanodermes sont devenus des esclaves. Il a sûrement rencontré des mélanodermes qui parlaient l'égyptien ancien. Il les a croisés. Il a sûrement essayé de voir comment ils vivaient, cachés dans les plaines du Sahara, je sais pas, du désert. Il sait très bien que c'est pas la même chose. Pour le dire même à son époque, c'est qu'il a vu. C'est qu'il a vu ces Égyptiens anciens là, dans les mélanodermes. Il a vu la manière de se traiter entre eux et il a vu la manière dont les envahisseurs se traitent entre eux et traitent leurs semblables et traitent ceux qui ne les ressemblent pas et traitent les animaux. Les bergers asiatiques, Hyksos. Il sait que ces gens sont des Hyksos. Les barbares, etc. Donc il le sait en fait. Il sait que ces gens-là, qui vivent actuellement, donc dans son époque, ne sont plus les mêmes personnes. Il sait que le traitement n'est pas le même parce qu'il sait que ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est très important cette phrase. Il sait qu'il ne s'agit pas des mêmes personnes et qu'ils ne sont plus les mêmes personnes. Donc, il finit en disant, il croyait au contraire que les animaux étaient d'une même famille et en lien de parenté avec quand il dit les dieux, c'est les déités et les hommes. La loi leur ordonnait de les respecter et même de les nourrir. Ce sont les propos d'Hérodote. Hérodote le dit. Voilà. Et ce comportement, pourquoi est-ce que Alexandrin relie ça à l'Inde? Parce qu'en Inde, on respecte les animaux. Les vaches se baladent là dans les rues, je sais pas quoi se baladent dans les rues. Parce qu'ils ont gardé cet élément de la spiritualité là, du respect des animaux. Pas comme les berbères, les barbares, qui envahissent, qui ont envahi nos territoires. Il sait très bien que les habitants d'avant l'invasion, respectaient les codes de la création. Et parce que ce qu'on appelle les animaux sont aussi des créatures du Créateur.
sont les créatures du Créateur. Donc, ils ont aussi le droit de vivre comme nous. Ils ont le droit, en fait, de vivre. On n'a pas attendu les foutus écolos, menteurs, hypocrites, voleurs, criminels, mythomanes, dégueulasses et zoophiles, pour une partie, de nous expliquer qu'il faut respecter les animaux, en fait. Les religions importées en Afrique, dans tout l'ensemble du territoire, dans les îles africaines, dans les petites îles, Madagascar, Comores, Mayotte, etc. On fait en sorte que on ne respecte plus l'animal. On ne les respecte pas. On mange les chats, on mange les chiens, comme ce que font les Chinois, les Coréens. Ils ne respectent pas la créature du Créateur. Les locodèmes qui mangent les viandes de cheval, etc. Ils ne respectent pas le Créateur. Qu'ils soient de l'Occident, de l'Orient, ils ne respectent rien du Créateur. Et Champollion sait que ses ancêtres criminels ont détruit drastiquement l'Afrique. Et c'est pour cela que ils ne vont jamais dire à un mélanoderme leur véritable histoire. Et ils vont continuer à mythomaniser, en fait. Et c'est très important ce que je viens de dire. C'est sur ça qu'on va clôturer. On a quand même lu une page. Je ne pensais pas qu'on allait lire quand même une page. On vient de comprendre beaucoup de choses encore aujourd'hui. Et c'est très important que beaucoup de mélanodermes puissent comprendre cela, en fait. Si on vous a menti et que vous voulez rester dans le mensonge, restez-y. Mais sachez qu'à autre moment, vous allez revenir sur cette terre. Parce que ce que vous avez accompli dans les rêveries des autres, ce n'était pas votre mission. Et ça, les ancêtres le savent. Ils savent que ce n'est pas de votre faute si vous vivez dans les rêveries. Donc vous allez revenir, revivre. Et maintenant, je l'espère, vous tomberez sur une famille mélanodermique qui est dans la spiritualité négro-africaine. Et donc, je vous remercie, mes très chers frères, mes très chères sœurs. On n'a pas pu finir le texte, c'est dommage, mais bon. Mais moi, je l'avais pressenti. Qu'on n'allait pas le finir. Bon, c'est pas grave. Donc, pour respecter effectivement ma vision des 1 heure, je vais m'arrêter là. Donc, je vous souhaite une agréable fin de soirée, vu que mes séances sont souvent nocturnes. Et donc, je vous remercie. Passez une excellente fin de soirée. Bibala à vous tous. N'hésitez donc pas à liker, à partager la podcast channel. Je vous remercie de ce partage et de ce soutien de votre part. Bibala.